Ce qui caractérise la France d'avant la Révolution, ce sont les inégalités. Pour les nobles qui vivent des impôts que le peuple leur paye, alors qu'eux-mêmes n'en payent pas, tout va bien. Quand on est dans une famille noble, on a tout ce qu'il nous faut pour vivre. On a du temps, de l'argent, des loisirs. On coule sa vie délicieusement. En revanche, quand on fait partie du peuple des paysans, on travaille toute notre vie et on n'a qu'une chose, la misère. Cette misère s'aggrave quelques mois avant la Révolution. Mac Lesguy va en prendre toute la mesure en découvrant le quotidien d'un homme du peuple. Comment les inégalités sociales ont-elles mené à la prise de la Bastille, puis à une révolte nationale? Un premier élément de réponse se trouve dans cette rue reconstituée comme en 1789. C'est cette soupe populaire. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une soupe gratuite pour le peuple. Et qui l'organise? L'Église, des prêtres qui ont quand même à cœur de nourrir la population et qui ne vont pas laisser des enfants mourir de faim. Donc c'est un peu, en quelque sorte, l'ancêtre des Restos du Cœur, on peut le dire. Voilà. Messieurs, je peux goûter? Absolument. Alors, c'est une soupe extrêmement simple. Il n'y a que des légumes, bien sûr, pas de viande, très peu de sel, et quand même un morceau de pain pour vous tenir au corps pour la journée. Oui, c'est un peu une soupe très claire. Hein. C'est pas ultra nourrissant. Ah ben, c'est rudimentaire, mais quand vous n'avez pas d'argent, c'est déjà ça. À la veille de la Révolution, en ville comme à la campagne, même quand on a un salaire, on peut être contraint d'aller à la soupe populaire. Pour un ouvrier qui gagne en moyenne 20 sous par jour, avant même qu'il ait commencé sa journée de travail, tout est déjà dépensé. Parce qu'il faut qu'il paie le loyer, les impôts, les vêtements. À l'époque, une simple chemise coûte l'équivalent de 2 mois de salaire d'un ouvrier. À ces problèmes d'argent s'ajoutent, dans les villes, des conditions de vie quotidiennes qui paraîtraient insupportables aujourd'hui. Et pourquoi est-ce que tout le monde est dehors, là? Eh bien, parce que à l'époque, une famille normale du peuple ne peut se louer qu'une seule pièce. Ça lui coûte 30% de son salaire. Cette pièce est insalubre, elle est sombre. Et donc, pour avoir de la lumière, on vit dehors, on travaille dehors, on s'occupe des enfants, tout ça dehors pour avoir de la lumière. Vivre dehors à Paris à la fin du XVIIIe siècle, cela signifie vivre dans la saleté. Mais qu'est-ce qu'il fait? À l'époque, Mac, il n'y a pas d'égout. Et donc, les déjections, les excréments sont jetés à même le sol dans la rue. Il n'y a pas encore de tout à l'égout, on parle plutôt de tout à la rue pour les déchets. C'est une société où l'hygiène intime est encore très peu développée et reste le privilège de la noblesse. Et c'est une société où l'air est souvent pestilentiel, encombré des détritus des différentes industries, des détritus ménagers. Et ça doit sentir extrêmement mauvais. Ça sent extrêmement mauvais et il n'y a pas d'éboueurs qui passent tous les jours pour enlever ces excréments. Et finalement, les premiers éboueurs, ce sont les animaux qui vivent eux aussi dans la rue. Ah bah attendez, ça ce sont des bourgeoises, c'est ça? Ah, ça, c'est un autre type d'animal. C'est une partie du peuple qui a réussi à s'enrichir en travaillant, qu'on appelle les bourgeois, et qui, eux, vivent dans des conditions de confort et d'hygiène extrêmement différentes. Même si les bourgeois peuvent habiter au même niveau que les nobles, ils n'ont pas leurs privilèges. Ils ont en fait aussi peu de droits que les gens du peuple. Aujourd'hui, on a souvent tendance à confondre les bourgeois et les nobles. En réalité, à l'époque, ça n'a absolument rien à voir. Quand on est bourgeois, on n'est pas né noble. Et donc, ça veut dire qu'on n'a pas accès à tout un tas de métiers, à tout un tas de privilèges. Par exemple, on ne peut pas devenir officier dans l'armée. Par contre, quand on est bourgeois, on paye absolument les mêmes impôts que la plupart des gens du peuple. C'est justement à cause des impôts que la colère des bourgeois va s'ajouter à celle du peuple et entraîner la révolution. Un moulin à vent! Marjolaine, pourquoi est-ce que vous m'avez emmené face à un moulin à vent? Quel rapport? Eh bien, Mac, qu'est-ce qu'on fabrique dans un moulin? Dans un moulin, on transforme le grain de blé en farine. Ah, on va aller moudre du grain, c'est ça? Beaucoup mieux que ça. Ce moulin date du XVIIIe siècle. Il est l'un des rares à être encore en fonction aujourd'hui. Avant la Révolution, il y en a 10 000 en France.
S'ils sont si nombreux, c'est parce qu'ils fournissent la farine qui sert à fabriquer l'aliment principal des Français, le pain. Si aujourd'hui on consomme entre 100 et 200 grammes de pain par jour, sous l'Ancien Régime, le pain est l'aliment de base. Et du coup, on consomme de 1 à 2 kilos par personne par jour. Si les Français à cette époque mangent beaucoup de pain, c'est parce que c'est le seul aliment nourrissant qui se conserve longtemps. Alors Mac, je vous présente Didier, Bonjour grand Didier. spécialiste du pain, et qui va vous expliquer comment on faisait le pain en 1789. Avec grand plaisir. Didier, allons-y. Le pain que Mac va fabriquer dans ce four du XVIIIe siècle est celui que des Français ont dû manger juste avant la Révolution. Un pain dont les boulangers ont modifié la recette, tant le blé était devenu une denrée rare. Un mauvais été en 1788, un hiver rigoureux en 1789 ont considérablement réduit les réserves en blé de la capitale. Et du coup, durant le printemps 1789, les boulangers ont été amenés à faire des mélanges. Pour avoir la même quantité de farine, qui était devenue une denrée très rare, on rajoutait d'autres choses. Qu'est-ce qu'on rajoute? Parfois de la nourriture qu'on donnait aux animaux, Ça c'est quoi? On dirait de l'avoine? du flocon d'avoine. Ça c'est quoi? Goûtez Mac. Non mais attends, je vais pas goûter ça, c'est quoi? C'est... Oh C'est de la sciure de bois. non. Ah, c'est dégueulasse. Oh. Avoine, argile, son, sueur de bois. Évidemment, seul le peuple en est réduit à acheter ce pain frelaté. Les nobles continuent de s'offrir du pain blanc et pur. Ah, Ah oui, c'est du rude, là, hein? ça commence à... Oh, mais il faut des bras d'acier. C'est super dur. Même frelaté, le pain voit son prix s'envoler non seulement à cause de la pénurie de blé, mais également à cause d'un impôt qui fait particulièrement polémique à l'époque. Pour que le grain arrive des campagnes où il est récolté jusque dans les villes, imaginez-vous qu'à chaque passage de village, qu'à chaque passage de pont, vous avez une sorte de douanier qui prélève une quantité de grain en échange de votre passage. C'est ce qu'on appelle l'octroi, c'est une sorte de taxe. Ça veut dire que par exemple, une charrette qui part de la campagne avec 30 sacs de blé, quand elle arrive chez les boulangers dans Paris, il n'y a plus que 25 sacs. Exactement, Le reste a été prélevé à l'entrée des ponts ou des villes sous forme d'impôts. absolument. L'octroi, c'est vraiment l'impôt de trop. C'est l'impôt injuste qui pèse sur les besoins de première nécessité de la population de Paris. Une taxe qui pèse donc sur le vin, sur l'alimentation. Pour prélever cet octroi qui va dans les caisses du roi, on entoure les villes de véritables enceintes, comme celle de Paris, percée de 54 barrières. À cause de cet impôt, le prix du pain n'a jamais été aussi élevé. Et son goût n'a jamais été aussi particulier. Après 1 heure de cuisson, il est temps pour Maclinsky de goûter celui qu'il vient de fabriquer. Hop. Magnifique. Avec de l'argile, Regarde, c'est- du son et de la sueur. Une couleur un peu suspecte. Marjolaine. On y va. On sent la sueur. On sent qu'il y a des morceaux qui sont plus durs à l'intérieur. Hein. C'est pas du tout habituel. Combien ça coûte un pain comme ça en 1789 si on l'exprime en euros d'aujourd'hui? Ça ferait comme si cette miche valait 56 €. 56 euros. C'est hors de prix. Totalement hors de prix. Il ne vous reste plus rien pour vous vêtir, plus rien pour acheter évidemment de la viande, c'est totalement impensable, et même pas assez pour manger à votre faim. 56 €. C'est 13 fois plus qu'aujourd'hui et c'est la moitié de ce que gagne chaque jour un ouvrier.